Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Alan Marchal, je suis membre du bureau d'études et de formation de la CNE, la Centrale nationale des employés, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau webinaire que la CNE va donc vous proposer ce soir, un webinaire d'1 heure qui sera consacré au système d'indexation automatique des salaires en ce mois de janvier. C'est très à propos, évidemment. Pendant 1 heure, même un peu moins d'1 heure, on espère, on va aborder donc le système d'indexation automatique des salaires avec 2 intervenants principalement, à savoir Clarisse Van Tichelen, ma collègue économiste au sein donc du service d'études et de formation de la CNE, et également un peu plus tard Felipe Van Kersbilk, qui est donc le secrétaire général de la CNE. Clarisse, elle, va donc aborder le système d'indexation automatique des salaires en vous expliquant ce qu'il en est, pourquoi c'est important d'avoir ce système d'indexation automatique des salaires, mais aussi en vous précisant, en vous expliquant un tout petit peu quelles sont les différentes attaques auxquelles ce système est désormais face auquel ce système fait désormais face, avec notamment le gouvernement Arizona. Et ensuite, Felipe Van Kersbilk, lui, viendra vous évoquer pendant 5 à 10 minutes les différents enjeux politiques, socio-économiques autour de ces attaques, mais aussi les réponses qui peuvent être apportées, notamment syndicalement. Donc, je vous propose de bientôt commencer ce séminaire. Ce webinaire, un tout petit mot d'attention malgré tout. Les PowerPoint, les slides qui seront affichés par Clarisse notamment, seront disponibles très rapidement, déjà maintenant en fait, sur le site de la CNE. Il vous sera également envoyé un mail d'ici quelques heures dans lequel vous pourrez retrouver à la fois le lien vers les slides qui seront diffusés ce soir, mais aussi un lien vers le replay de cette vidéo. Donc, vous pourrez revoir l'entièreté de ce webinaire d'ici quelques heures et donc pouvoir revoir des passages qui vous auront plus intéressé. Je vais donc ne pas trop tarder sur l'ensemble du déroulement du webinaire. Je propose qu'il démarre tout de suite. Et donc, je vais laisser la place à ma collègue Clarisse. Salut Clarisse. Et donc, Clarisse, salut, bonjour à toutes et tous. Bonjour, bienvenue pour ce webinaire sur l'indexation automatique des salaires. Désolée, il y a eu des petits soucis dans le format des slides, donc vous allez voir que parfois l'écriture a un petit peu changé, mais globalement, ça fonctionne bien. Alors, l'idée ce soir, c'est de se poser en fait 4 questions ensemble. D'abord, de revenir sur l'indexation automatique des salaires, comment ça marche et comment est-ce que ce mécanisme fonctionne en Belgique. Et puis, de se poser la question de est-ce que ça marche bien. Ensuite, après ces deux thèmes-là, on prendra peut-être quelques questions. Je pense que vous pouvez poser des questions dans le chat. On essaiera d'y répondre. Et puis après, on se focalisera évidemment sur les attaques de l'Arizona, donc du gouvernement fédéral, du gouvernement avec les partis MR engagés contre l'indexation automatique des salaires. Vous allez voir qu'il y a des mesures qu'ils ont déjà prises et des mesures qu'ils aimeraient prendre, et donc pour lesquelles on doit se mobiliser. Et puis revenir aussi sur quelques ce que j'ai appelé des fausses bonnes idées, c'est-à-dire des propositions de réforme du mécanisme d'indexation, mais qui nous semblent des fausses bonnes idées parce que elles reviennent en fait toutes à diminuer le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses. Donc voilà, on est parti là-dessus. Donc d'abord sur la première question, l'indexation automatique des salaires, comment est-ce que ça marche? L'objectif évidemment de l'indexation automatique des salaires, c'est d'adapter non seulement les salaires, mais aussi les allocations sociales à la hausse du coût de la vie. L'idée, c'est que les travailleurs et les travailleuses ne perdent pas en pouvoir d'achat lorsque les prix augmentent et donc puissent continuer à consommer les mêmes biens qu'avant, même si leur prix a augmenté. L'indexation automatique des salaires, ce n'est pas une réelle augmentation de salaire, dans le sens où votre pouvoir d'achat n'augmente pas, mais ça permet simplement de maintenir son niveau de vie malgré l'augmentation des prix. Cette indexation des salaires, elle est basée sur l'évolution de l'indice des prix. Et l'indice des prix, c'est en fait la mesure de l'inflation que vous allez voir a été modifiée depuis sa naissance en 1920 jusqu'à aujourd'hui.
Alors concrètement, l'indexation automatique des salaires, pour la plupart des travailleurs et des travailleuses du secteur privé que vous êtes sans doute, elle n'est pas prévue dans une loi, mais elle est prévue dans des conventions collectives de travail, des CCT sectorielles, et chaque secteur a son propre mécanisme d'indexation automatique des salaires. Par contre, pour les travailleurs du secteur public et pour les allocations sociales, c'est bien une loi qui indique comment est-ce que ces revenus sont indexés. Qu'est-ce qui est indexé? Dans la plupart des cas, ce sont les salaires effectivement octroyés qui sont indexés, c'est-à-dire votre salaire brut que vous pouvez voir sur votre fiche de paye. Mais dans certains cas, ce sont uniquement les salaires barémiques minimums qui sont indexés dans certaines commissions paritaires, mais c'est relativement rare. Alors, en Belgique, on a deux grands types d'indexation, toujours en fonction de votre secteur. Soit votre salaire est indexé sur base périodique. Ça veut dire que chaque année, par exemple, chaque année au 1er janvier, vous allez voir votre salaire indexé en fonction de comment est-ce que les prix ont augmenté l'année précédente. Pour la plupart des gens qui ont une indexation périodique, c'est une indexation souvent annuelle au 1er janvier. Mais dans certains secteurs, il y a aussi une indexation trimestrielle, donc chaque trimestre, ou voire une indexation mensuelle chaque mois. Donc ça, c'est le premier grand type d'indexation automatique des salaires, c'est l'indexation périodique. À chaque période, vous allez voir votre salaire augmenter d'un pourcentage qui est calculé en fonction de l'évolution des prix de la période précédente, c'est-à-dire de l'année précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent. L'autre grand type d'indexation automatique des salaires, c'est une indexation qui est basée sur un pourcentage fixe, c'est-à-dire que votre salaire ne va pas être indexé à une date fixe, mais plutôt dès que l'indice des prix a augmenté d'un certain pourcentage, dès que l'inflation dépasse un certain pourcentage, et dans la plupart des cas, c'est de 2%. Ça veut dire que dès que l'inflation dépasse 2%, votre salaire va être augmenté de 2% pour faire face à cette inflation. Alors, je vous ai mis ici un petit graphique qui justement montre la différence entre les deux systèmes d'indexation automatique des salaires. Une indexation annuelle. Par exemple, tous les travailleurs de la commission paritaire 200, qui est la plus grosse commission paritaire en Belgique, eh bien, ils sont indexés au 1er janvier. C'est la courbe bleu clair. Ou une indexation à indice pivot de 2%. Par exemple, tous les travailleurs qui travaillent dans le secteur non marchand, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, dans l'aide sociale, ils sont indexés avec un indice pivot de 2%, et c'est la courbe en pointillé bleu foncé. En rouge, vous avez l'évolution des prix mesurée par l'indice sur lequel se base l'indexation automatique des salaires. Donc, vous voyez que j'ai expressément pris une année où il y avait une grosse inflation, en 2022. Si vous vous souvenez, c'était le moment de la crise énergétique. Là, il y a une hausse exponentielle des prix du gaz et de l'électricité qui ont fait fortement augmenter les prix de manière générale en Belgique. Sur l'ensemble de l'année, vous voyez bien que la courbe rouge monte très rapidement. Donc, en 2022, on a une très forte inflation. Si vous êtes un travailleur de la commission paritaire 200 ou d'une autre commission paritaire qui a une indexation annuelle, vous avez dû attendre le 1er janvier 2023 pour voir votre salaire augmenter et pour voir votre salaire augmenter par rapport à l'inflation de l'ensemble de l'année 2022. Donc, c'est ce qu'on voit sur la courbe bleue claire. La courbe bleue claire, c'est une ligne droite d'abord. Donc, le salaire n'augmente pas. Et puis, boum, au 1er janvier, il augmente de 11,08% pour compenser l'inflation de 2022. Il réaugmente de nouveau au 1er janvier 2024, puis au 1er janvier 2025, et puis au 1er janvier 2026. Ça, c'est un système d'indexation qui est une indexation du coup périodique annuelle. Par contre, pour des travailleurs qui sont indexés à un indice pivot de 2%, vous voyez que dès qu'en fait l'inflation, donc la courbe rouge, augmente de 2%, vous voyez que leur salaire est aussi indexé de 2%. Et donc ici, en 2022, vous voyez qu'ils ont été indexés en mars, en mai, en juin, en septembre, en novembre et encore un peu après. Et donc, on voit bien qu'en cas de forte inflation, l'indexation annuelle, elle désavantage le travailleur parce que pendant un an, c'est le travailleur qui doit supporter le coût de l'inflation et il ne voit pas son salaire augmenter malgré le fait que les prix augmentent. Et il doit attendre toute l'année jusqu'au 1er janvier pour voir son salaire augmenter et compenser l'augmentation des prix. Tandis qu'un travailleur qui est indexé à un indice pivot de 2%, eh bien, même s'il a à chaque fois un petit retard entre l'inflation et l'augmentation de son salaire,
et l'indexation en fait de son salaire, c'est ça qu'il faudrait dire, puisque c'est pas une vraie augmentation de salaire, et bien même s'il y a un petit retard, vous voyez bien que la courbe bleue pointillée, elle colle de manière plus étroite à la courbe rouge, donc vous êtes plus vite compensé par rapport à l'inflation des prix. Donc voilà un peu, ça c'est les deux grands systèmes d'indexation automatique des salaires en Belgique, soit un indice pivot, soit une indexation périodique. Alors, l'indexation automatique des salaires, elle protège les revenus des travailleurs. Pourquoi? D'abord parce que elle indexe votre salaire pour maintenir votre pouvoir d'achat en cas de hausse des prix, mais elle a aussi ce caractéristique très importante qu'elle est automatique. Ça veut dire qu'elle ne doit jamais être négociée ou obtenue à chaque augmentation de prix, mais que votre salaire, il est automatiquement indexé dès que l'inflation apparaît. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être à chaque fois renégocié, réobtenu ou arraché à votre employeur. C'est automatique pour chaque fois. Et puis, ce qui est important aussi dans l'indexation automatique, c'est qu'elle augmente tant les salaires, elle indexe tant les salaires, mais aussi les allocations sociales. Et donc, elle protège aussi les travailleurs et travailleuses qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas d'emploi ou parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont pensionnés. Alors, si vous voulez aller voir spécifiquement pour votre secteur comment fonctionne l'indexation automatique des salaires, sur notre site internet, je vous ai mis la page là, vous avez pour chacune des commissions paritaires, donc pour chacun des secteurs, la règle d'indexation qui prévaut. Si vous ne connaissez pas votre commission paritaire, vous pouvez la voir sur votre fiche de paye. Vous avez le numéro de votre commission paritaire qui doit être indiqué sur votre fiche de paye. Alors, je fais maintenant un peu un rapide regard en arrière historique en vous montrant que en fait, l'indexation automatique des salaires, elle a été conquise par le mouvement ouvrier dans le début du XXe siècle. On sort de la Première Guerre mondiale et il y a une inflation vraiment très, très importante, alors que les salaires ne sont à ce moment-là pas encore indexés, donc ne suivent pas cette évolution. Et donc, les travailleurs s'appauvrissent puisque les prix augmentent alors que leur salaire n'augmente pas. Et il y a de nombreux conflits sociaux. Et puis, en 1920, c'est la première fois qu'on établit un indice des prix. Ça veut dire qu'on va mesurer l'augmentation des prix, on va essayer de mesurer l'inflation. Et puis, en 1920 aussi, la même année, on a déjà une série de secteurs qui prévoient un système d'indexation automatique des salaires. En 1924, ça veut dire seulement 4 ans après la création de cet indice des prix, déjà quasi 3/4 des secteurs, 73% des secteurs du secteur privé ont adopté le mécanisme d'indexation automatique des salaires. Il faut attendre 10 ans plus tard pour que les travailleurs du secteur public soient aussi indexés de manière automatique et pour que les allocations familiales et les pensions soient aussi indexées. Les indemnités de chômage, ça viendra plus tard. Mais donc, ça fait environ 100 ans, un peu plus de 100 ans, que l'indexation automatique des salaires existe en Belgique. Et cette conquête du mouvement ouvrier, elle a été menacée. Elle est menacée déjà depuis une série d'années. D'abord, en 1980. En 1980, on a un gouvernement qui impose plusieurs sauts d'index successifs à l'indexation automatique des salaires. Je reviendrai juste après sur qu'est-ce que ça veut dire un saut d'index. En 1983, on va essayer de chipoter à l'indice des prix, on va le lisser pour retarder l'indexation automatique des salaires, c'est-à-dire pour que les salaires soient indexés plus tard que l'augmentation des prix. Ensuite, en 1994, on va introduire l'indice santé lissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sortir une série de produits de l'indice des prix pour lesquels on ne va plus mesurer l'augmentation des prix. On va faire comme si ces produits n'étaient pas consommés par les travailleurs et les travailleuses. C'est le tabac, l'alcool, l'essence et le diesel qui sont aujourd'hui toujours sortis de l'indice des prix. En 2012, on a de nouveau une série de mesures qui essaient de toucher à l'indice des prix et qui visent de nouveau à retarder l'indexation automatique des salaires et des allocations. Ensuite, en 2015, on a un saut d'index de 2%, c'est au moment du gouvernement Michel. Et on arrive aujourd'hui à 10 ans plus tard, en 2025, on a une série d'attaques sur l'indexation automatique des salaires qui visent d'une part à retarder l'indexation automatique des salaires pour les salaires des fonctionnaires et pour les allocations sociales, j'y reviendrai, et d'autre part à plafonner cette indexation automatique des salaires au-dessus d'un certain niveau de salaire. Donc le gouvernement voudrait qu'une partie de nos rémunérations ne soit plus indexée.
Alors, un petit exemple ici de l'effet d'un saut d'index. Ici, c'est le saut d'index de 2015. Donc, si vous voyez quelqu'un qui gagnait à ce moment-là 2 000 € bruts, ce saut d'index, ça veut dire que le moment où on introduit le saut d'index, il va perdre 40 € sur sa fiche de paye, sur son salaire mensuel brut, puisque son salaire ne va pas être indexé. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, le saut d'index, c'est une perte de revenus sur l'ensemble de la carrière, puisque une fois que votre salaire n'est pas indexé en 2015, c'est sur l'ensemble de votre carrière que en fait, ce saut d'index a un impact. Et donc, vous voyez ici, pour quelqu'un qui était un jeune travailleur, par exemple, qui avait encore 40 ans de carrière, ça représente une perte de 27 000 € sur l'ensemble de sa carrière, ce saut d'index de 2%. Et vous voyez ici une série d'impacts en fonction du nombre d'années qu'on a jusqu'à la pension et en fonction du niveau de salaire. Donc, un saut d'index, en fait, même si c'est un one-shot, même si c'est juste une seule fois que votre salaire n'est pas indexé, ça a bien un impact sur l'ensemble de votre carrière, puisque vous auriez dû vous attendre à ce que votre salaire soit indexé cette année-là, et il ne sera jamais indexé, vous ne récupérerez jamais ce saut d'index là. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus, mais n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. J'en viens du coup à la deuxième question que je voulais poser ce soir. C'était la question de, mais en fait, est-ce que l'indexation automatique, est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'on est content d'un point de vue évidemment de protection du pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses, d'un point de vue du fonctionnement de l'économie, mais on va aussi essayer de déconstruire ensemble les arguments patronaux et les arguments que les patrons et une série de partis de droite mettent en évidence pour essayer d'attaquer l'indexation automatique des salaires. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, l'augmentation des prix, c'est toujours un conflit distributif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'augmentation des prix, en fait, elle vient toujours, au final, rémunérer quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui profite de cette augmentation des prix. Par exemple, quand on a connu la crise énergétique en 2022, le fait que les prix du gaz se soient envolés, ça veut dire que les pays qui exportaient le gaz, eux, sont devenus beaucoup plus riches puisqu'ils vendaient le gaz beaucoup plus cher. Ou les secteurs qui produisaient du gaz, les entreprises qui produisaient du gaz, elles ont augmenté fortement leur chiffre d'affaires et leur marge puisqu'elles vendaient le même produit, mais pour un prix beaucoup plus important. Et donc, ça veut dire qu'une entreprise qui produit du gaz, quand elle produit du gaz pour un prix beaucoup plus élevé, elle gagne beaucoup d'argent et donc elle décide si cet argent va rémunérer les salaires des travailleurs de cette entreprise ou les capitalistes, les actionnaires, et donc les profits de cette entreprise. Et donc, ça nous montre qu'en fait, l'inflation, c'est toujours un conflit entre, d'un côté, les travailleurs et les travailleuses, et de l'autre côté, les actionnaires et les capitalistes. Elle vient toujours couvrir, cette augmentation des prix, elle vient toujours, au final, rémunérer quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est soit des travailleurs qui, par exemple, qui travaillent dans l'usine ou dans le secteur dont les prix ont augmenté, soit les actionnaires, les capitalistes qui détiennent les entreprises de ce secteur. Et donc, la question suivante, quand on se pose de l'indexation, c'est la suivante, c'est de dire, en fait, qui supporte la hausse des prix? Quand c'est une hausse des prix qui est extérieure à la Belgique, mais de nouveau, je reprends l'idée de cette crise énergétique, en Belgique, on ne produit pas de gaz, et donc, tout l'ensemble des entreprises et des travailleurs en Belgique a dû supporter cette augmentation des prix. C'est une augmentation des prix l'entité Belgique a payé plus d'argent vers les pays qui exportent du gaz, mais nous, dans la Belgique, on n'a rien gagné. Et donc, la question, c'est de dire, en fait, cette hausse des prix du gaz, est-ce que c'est les travailleurs qui doivent la payer ou est-ce que c'est les marges des entreprises en Belgique qui doivent la payer? Donc, l'inflation, c'est ça qui est quand même important de comprendre, c'est que c'est un conflit distributif entre les travailleurs d'une part et les détenteurs de capitaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on est si attaché syndicalement à l'indexation automatique des salaires? C'est qu'en fait, c'est un immense facteur de solidarité. Je pense que c'est important de revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, on voit parfois pas mal de critiques de l'indexation automatique des salaires en disant qu'elle augmenterait les inégalités ou en disant qu'elle ne protégerait pas assez les travailleurs à bas salaire. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait fausses là-dedans, mais d'abord, il faut se rendre compte que l'indexation automatique des salaires, elle est un facteur de solidarité puisqu'elle garantit de manière automatique, tant pour les salaires, et donc tant pour les bas salaires que pour les hauts salaires, tant pour les salaires que pour les allocations sociales,
que votre revenu soit indexé en cas de hausse des prix. Et donc, a priori, ce ne sont pas aux travailleurs de supporter la hausse des prix du pain au supermarché ou du gaz ou de l'électricité. Cette indexation, elle protège les revenus de tous les travailleurs, donc y compris des travailleurs qui travaillent dans des petites entreprises, y compris des travailleurs qui travaillent dans des secteurs relativement faibles, où on a peu de rapports de force syndicale, ou bien où les syndicats ne sont pas très présents, y compris entre les travailleurs qui ont ou pas un emploi. Et ça, c'est quand même un facteur de solidarité extrêmement important et qui permet donc à ce que quand les prix augmentent, y compris les bas salaires, y compris les travailleurs avec peu de rapport de force, voient quand même leurs salaires qui sont indexés de manière automatique, ils ne doivent pas aller à chaque fois arracher une augmentation de salaire en cas de hausse des prix, comme on le voit dans de nombreux pays autour de nous. L'indexation automatique des salaires, c'est aussi un facteur de solidarité parce qu'elle indexe les salaires bruts, et les salaires bruts, ils contribuent évidemment aux hausses de recettes de la sécurité sociale et de l'État qui financent les services publics, et donc qui financent une série de services collectifs ou de redistribution entre tous les citoyens belges. Alors, est-ce que ça veut dire que l'indexation automatique des salaires, elle est, on va dire, équitable pour tout le monde? J'y reviendrai dans la deuxième partie du webinaire. Mais il y a des études qui ont montré qu'en 2021 et en 2022, lors de la forte augmentation des prix de l'énergie, l'indexation automatique des salaires et des allocations, c'est le mécanisme qui a été le plus efficace et le plus performant pour contribuer à diminuer la perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Dans toutes les mesures que les gouvernements ont prises pour essayer de compenser ou d'aider les ménages plus précaires à faire face aux hausses, à l'augmentation du prix de la facture, eh bien, c'est l'indexation automatique des salaires qui est la plus efficace. Mais ça veut quand même pas dire qu'elle est parfaite, et notamment, la manière dont est construit l'indice des prix, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, fait que eh bien, les factures d'énergie et de gaz, en fait, c'est une partie très importante du budget des ménages précaires et une partie beaucoup moins importante du budget des ménages à haut revenu. Et donc, les ménages précaires sont moins bien compensés lorsque la hausse des prix, elle touche le gaz ou l'électricité ou les loyers, par exemple, que lorsqu'elle toucherait d'autres biens qui représentent une partie moins importante de leur budget. Mais là-dessus, on reviendra sans doute là-dessus tout à l'heure. Donc, je continue. Est-ce que c'est une anomalie belge, cette indexation automatique des salaires? Alors, aujourd'hui, encore en Belgique, au Luxembourg et à Chypre, on a une indexation automatique de l'ensemble des salaires qui sont versés. Dans certains pays de l'Union européenne, vous avez une indexation automatique uniquement pour les salaires minimums ou uniquement dans certains secteurs, notamment dans le secteur privé. Mais il faut savoir que dans plein de pays, notamment en France et aux Pays-Bas, il y avait une indexation automatique des salaires jusqu'à elle a été supprimée dans les années 80. Et on a sans doute fortement de la chance que chez nous, elle n'ait pas été supprimée à ce moment-là et du coup qu'elle existe toujours et que ce soit toujours un conquis social qu'on peut défendre et qui continue à protéger le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses. Alors, je vous ai remis ce petit extrait d'un article de 2012 qui disait, du journal Le Soir, qui disait « 3 hommes qui se paieraient bien l'index ». Donc, je pense que depuis que l'indexation automatique des salaires existe, il y a des arguments patronaux et des arguments des partis de droite qui visent à montrer comment est-ce qu'elle fait mal à l'économie et pourquoi est-ce qu'il faudrait la supprimer. Et donc, chaque année, vous pouvez trouver des articles de presse qui expliquent pourquoi est-ce que les patrons voudraient supprimer l'indexation automatique des salaires. Et ils reviennent principalement avec 2 arguments. Le premier argument, c'est de dire que puisque l'indexation automatique des salaires augmente les salaires des travailleurs belges en cas d'inflation, eh bien, après, ça augmente, entre guillemets, les coûts de production des entreprises qui exportent. Du coup, ça augmente nos prix à l'exportation et du coup, ça diminue nos capacités d'exportation. Ça, c'est le grand argument patronal qu'on peut résumer dans un argument de la compétitivité. Alors, il y a des études qui ont montré qu'en fait, évidemment, l'indexation automatique des salaires, elle fait que les salaires des travailleurs belges
sont plus rapidement augmentées en cas d'inflation, mais à long terme, en fait, dans les autres pays, on arrive aussi à augmenter les salaires, simplement avec beaucoup plus de retard que chez nous. Donc, il n'y a pas tellement de différence là-dessus. Et par ailleurs, il y a énormément d'entreprises et de secteurs en Belgique qui dépendent d'abord de la consommation des ménages. Et si vous avez les revenus des travailleurs qui diminuent, eh bien, les travailleurs, ils vont moins venir consommer et donc ils vont aussi impacter tous les secteurs qui dépendent de cette consommation des travailleurs et des travailleuses, qui vont voir leur chiffre d'affaires baisser et qui vont avoir des problèmes de rentabilité ou de chiffre d'affaires de manière générale. Le deuxième argument patronal, c'est la question de la spirale prix-salaire, c'est de dire que si, quand il y a une indexation automatique des salaires, alors ça va faire augmenter les prix et puis du coup, on doit de nouveau indexer les salaires et puis on doit du coup, ça va de nouveau faire augmenter les prix et que ça amène une spirale inflationniste. Alors ici, on a deux arguments assez massus. Première chose, c'est que dans la période 2021-2022, avec une forte inflation, il n'y a pas eu d'inflation beaucoup plus importante en Belgique par rapport aux pays voisins, malgré le fait qu'on avait une indexation automatique des salaires. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une grande étude du FMI d'il y a quelques années qui montre que sur 38 pays, dont la Belgique, et 50 ans avec des données sur 50 ans, on n'a aucun effet de spirale prix-salaire qu'on peut analyser. Et donc, en fait, cette spirale prix-salaire, elle n'existe pas. Et donc, ici, pour vous montrer que les arguments patronaux ne tiennent pas la route et que sans doute que ce qui embête les patrons, c'est que, évidemment, l'indexation automatique des salaires, elle protège relativement bien le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses et elle fait que, en cas d'inflation, eh bien, c'est principalement, au départ, les marges des entreprises qui doivent supporter le coût de l'inflation plutôt que les salaires des travailleurs et des travailleuses. Et c'est bien tout l'objectif, évidemment, de l'indexation automatique des salaires, c'est que nos salaires soient le plus rapidement possible augmentés, indexés, en cas d'inflation des prix, en cas d'augmentation des prix. Voilà, donc ça, j'en ai fini avec, du coup, ces deux premières questions. Super. Merci beaucoup, Clarisse. Je vais te laisser le temps de respirer un tout petit peu, comme ça permettra également de faire le point ça permettrait également de faire le point sur les différentes questions qui arrivent dans notre FAQ. Donc, vous avez le droit aussi de poser vos questions. Clarisse va d'ailleurs y regarder et voir les questions pour lesquelles elle pourrait peut-être déjà vous répondre pour l'instant. Toujours est-il que moi, je vais vous rappeler que donc il existe déjà sur les pages de la CNE, sur le site de la CNE, une page qui référence en fait l'ensemble des indexations pour les secteurs couverts par la Centrale nationale des employés. Donc, si vous êtes membre d'une commission paritaire qui fait partie de la Centrale nationale des employés, vous pouvez y voir l'ensemble des indexations auxquelles votre salaire a déjà été soumis. Et vous pouvez voir également l'indice pivot qui vous permettra plus tard de connaître une nouvelle indexation de salaire. C'est une page bien utile pour savoir où on en est. Sachez également, et je le répète, que ce PowerPoint, l'ensemble des slides seront disponibles, elles sont déjà disponibles sur le site de la CNE, mais que vous allez également recevoir un mail, si vous êtes déjà inscrit, vous allez recevoir également un mail d'ici quelques heures, dans lequel vous retrouverez le lien vers ce slide, et dans lequel vous retrouverez également le replay, donc la vidéo dans son entièreté, de ce webinaire. Alors, je ne sais pas du tout, Clarisse, est-ce que tu as vu des questions auxquelles tu souhaiterais Oui, j'ai vu peut-être deux questions. Donc, première question, c'est sur la question de est-ce que c'est l'indexation annuelle ou l'indexation avec indice pivot qui est la plus avantageuse pour les travailleurs? A priori, quand il y a une forte inflation, évidemment, il vaut mieux être indexé par indice pivot parce que vous ne devrez pas attendre jusqu'au 1er janvier avant d'être indexé. Par contre, si vous êtes dans des années de faible inflation, enfin en dessous de 2%, par exemple, vous avez une inflation de 1,5%, alors vous serez plus rapidement indexé avec une indexation annuelle qu'avec une indexation à indice pivot. Mais globalement, puisque ce qu'on veut, c'est surtout éviter qu'en cas de forte inflation, on doive attendre longtemps avant que notre salaire soit indexé, l'indexation à indice pivot, elle est plus avantageuse. Et l'autre question qui était posée, c'est de dire, est-ce que les indexations sont taxées? Et donc, évidemment, oui, toute augmentation de salaire brut, eh bien, elle est taxée tant au niveau de l'impôt des personnes physiques, de votre précompte professionnel, qu'au niveau
de cotisations sociales personnelles et patronales que vous payez à la Sécu, mais toute indexation amène aussi une augmentation du salaire net d'office. Donc, c'est comme une augmentation de salaire brut classique sur votre fiche de paye. Vous avez une partie que vous allez payer en impôts et en cotisations sociales et une partie que vous allez recevoir en net directement à la fin du mois. Une question peut-être que je peux te poser Ouais. également, qui est tombée au moment où tu répondais. On nous demande par exemple quel est le lien entre l'indexation en Belgique et celle que l'on peut constater dans d'autres pays voisins. Est-ce que cela fait partie d'un mécanisme européen, par exemple? Non, donc il n'y a pas de règle européenne sur l'indexation automatique des salaires. Chaque pays décide. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des pays. On dit souvent en fait que l'indexation c'est une anomalie belge. Pas tellement en fait. Il y a déjà d'autres pays qui le font aussi. Puis il y a des pays qui indexent uniquement le salaire minimum ou bien uniquement le secteur privé. Mais surtout, il y a des dizaines d'années, en France, il y avait aussi l'indexation automatique des salaires de l'ensemble des salaires. C'est simplement un combat qu'ils ont perdu et nous pas encore. Et nous, pas encore, heureusement. Je continue? Oui, je propose que tu continues. Ouais. Donc, encore les 2 points suivants. Et puis, je vais quand même juste préciser qu'on recevra Felipe Van Kerspilk, secrétaire général de la CNE, pour une contextualisation, on va dire, un peu plus politique encore de tout ce que tu peux déjà nous avancer pour l'instant. Merci beaucoup. Ça marche. Et donc, j'en viens évidemment à ce qui vous intéresse sans doute ce soir, c'est que prévoit le gouvernement Arizona, le gouvernement est maire engagé sur l'indexation automatique des salaires. Eh bien, il y a 2 mesures qu'ils ont déjà votées depuis le 1er juillet qui concernaient principalement l'indexation des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales et qui visaient d'une part à retarder l'indexation des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales, c'est le mini-Sodandex, et puis à plafonner l'indexation des pensions des fonctionnaires. Ça, ce sont 2 mesures qui sont déjà votées et mises en œuvre. Et par contre, ils sont en train de discuter au niveau du gouvernement de 2 nouvelles mesures qu'ils voudraient mettre en œuvre à partir du 1er avril 2026, mais qui n'ont pas encore été votées et qui visent à plafonner l'indexation des salaires pour tous les salaires au-dessus de 4 000 € bruts par mois à temps plein et toutes les allocations sociales au-dessus de 2 000 € bruts par mois. Donc, c'est sur ces deux mesures-là, ces 2 mesures en bleu clair que je vais m'attarder maintenant. Donc, la première mesure, c'est cette question du plafonnement de l'indexation des salaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie du salaire qui est au-dessus de 4 000 € bruts par mois pour un temps plein et qui sera proratisée pour les temps partiels n'est pas indexée une fois en 2026 de 2% et une seconde fois en 2028 de 2%. Donc, on peut parler en fait d'un double saut d'index, une fois en 2026, une fois en 2028, pour la partie de la rémunération qui est au-delà de 4 000 € bruts. Le salaire pris en compte, c'est le salaire mensuel brut à temps plein, sans les primes, sans les sursalaires, sans vos primes pour hors sup, sans les primes de nuit, sans les avantages extra-légaux, sans les primes de fin d'année. Mais par contre, il est proratisé pour les temps partiels. Ça veut dire que si vous travaillez à mi-temps, eh bien, c'est la partie de votre salaire au-dessus de 2 000 € par mois, la moitié de 4 000 € qui serait non indexée. En plus de cela, de ce plafonnement de l'indexation automatique des salaires, il y aurait une cotisation sociale patronale spéciale que les employeurs devraient verser à la sécurité sociale et qui équivaudrait à la moitié de l'économie que feront les patrons grâce à cette mesure de plafonnement de l'indexation automatique des salaires. Alors, on en vient ici justement avec un exemple concret, et donc c'est là que je m'excuse un peu pour les slides qui ont bougé. Ici, je prends l'exemple d'un travailleur qui a un salaire brut de 4 500 € par mois et qui travaille à temps plein. En 2026, normalement, si on s'attend à une inflation de 2%, il devrait voir son salaire indexé de 2% et donc son salaire augmenté à 4 590 €. Si le plafonnement de l'indexation automatique des salaires passe, comme il est prévu actuellement par le gouvernement, il n'y a que les 4 premiers 1 000 € qui seront indexés et donc les 500 € qu'il a au-dessus des 4 000 € ne seront pas indexés. Ça veut dire que son salaire, en fait, sera indexé de 4 580 € au lieu de 4 590 €. Donc, vous voyez qu'il perd, en fait, 10 € par mois de salaire brut à cause de la mesure. 10 € par mois pour un travailleur, s'il a un 13e mois et un double pécule de vacances, ça fait 139 € par an. Ça, c'est sa perte de revenus pour l'année 2026. En 2027, il est indexé normalement, mais il est indexé normalement sur son salaire de 2026
qui est de 4 580 € au lieu de 4 590 €. Donc, de nouveau, en 2027, le travailleur va perdre environ 142 € en salaire à cause, en fait, du plafonnement de l'indexation de 2026. Et puis, en 2028, on introduit un nouveau plafonnement d'indexation, un nouveau saut d'index pour la partie du salaire qui est au-dessus des 4 000 € bruts indexés en 2028. Et là, du coup, il aura un salaire de 4 755 € au lieu de 4 775 € si la mesure ne passe pas, soit une perte de revenus de 288 € sur l'année. Ça, c'est ce qu'il perd en 2028, mais comme je vous le disais tout à l'heure, un saut d'index, c'est un saut d'index sur l'ensemble de la carrière, puisque ce saut d'index de 2026 et 2028, c'est de l'argent qu'il ne récupérera jamais. Et donc, si à ce travailleur, il lui reste 15 ans de carrière, eh bien, il perd 4 500 € sur l'ensemble de sa carrière. S'il lui reste 30 ans de carrière, il perd quasi 11 000 €, 10 938 €. Ça, c'est la perte pour les travailleurs. De l'autre côté, l'employeur fait évidemment des économies puisque la partie non indexée du salaire du travailleur va dans la poche du travailleur. Dans cette économie, il doit quand même verser une partie à la sécurité sociale via une cotisation patronale spéciale. Et donc, le gain pour l'employeur, il est de 86 € pour 2026, 88 € pour 2027, 177 € pour 2028, pour uniquement ce travailleur qui gagne 4 500 €. Et donc, évidemment, ce qui est intéressant de faire, si vous êtes délégué syndical en entreprise, c'est de regarder combien il y a de salaires au-dessus de 4 000 € et quelle est l'économie totale pour l'employeur via ce plafonnement de l'indexation automatique des salaires. Donc, ce plafonnement d'indexation des salaires, il vient bien en fait amener une perte de pouvoir d'achat, une perte de revenus pour les travailleurs et un gain pour l'employeur qui est quand même important, même si ce gain est en partie reversé en cotisation sociale à la sécurité sociale. Ici, ça c'est l'exemple pour un travailleur qui a un salaire brut de 4 500 € par mois à temps plein. Je vous ai fait le même exemple sur le plafonnement des allocations sociales. Donc là, je vous disais que toutes les allocations sociales au-dessus de 2 000 € seront plafonnées. 2 000 €, c'est la pension moyenne en Belgique. Et donc ici, vous voyez l'exemple pour un travailleur qui est pensionné. S'il a une pension de 2 500 €, à chaque fois en 2026, en 2027 et en 2028, il a une perte de pension, il a une perte de revenus de 120 € en 2026, 122 € en 2027 et 327 € en 2028. Donc ici, de nouveau, c'est vraiment une économie qui est faite sur le dos des pensionnés et des allocataires sociaux de manière générale. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est une mauvaise idée, ce plafonnement de l'indexation automatique des salaires? J'y reviens directement. La première chose, c'est que, je vous le disais en début de partie, la question de l'inflation, c'est la question de qui supporte le coût de l'inflation. Est-ce que ce sont quand les prix augmentent et que votre entreprise fait face à la hausse des prix et vous, en tant que travailleur, la question c'est, est-ce que c'est les marges des entreprises qui vont un peu absorber cette hausse des prix ou est-ce que ce sont les salaires des travailleurs qui vont absorber cette hausse des prix? Or, en Belgique, aujourd'hui, on a un partage des richesses entre les travailleurs d'une part et les détenteurs de capitaux d'autre part, les actionnaires, les capitalistes, qui est de plus en plus inégal. Ça veut dire que la partie de l'ensemble des richesses qu'on crée en Belgique, qui revient aux travailleurs, elle ne cesse de diminuer. En 1995, c'est-à-dire il y a 30 ans, il y avait quasi 63% de la richesse qui revenait dans nos salaires. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 59%. Ça veut dire qu'une partie toujours plus importante de la richesse créée en Belgique vient en fait alimenter les profits des entreprises et puis les revenus des actionnaires. Et donc, cette indexation automatique des salaires, le plafonnement, de l'indexation automatique des salaires, elle s'inscrit pleinement dans cette tendance-là en venant de nouveau, en fait, rogner sur la rémunération des travailleurs et des travailleuses. Vous voyez combien est-ce que des travailleurs à des salaires de plus de 4 000 € vont perdre avec cette indexation automatique des salaires et elle va venir donner des profits supplémentaires aux employeurs. Et donc, elle va de nouveau augmenter encore plus l'inégalité dans le partage des richesses entre travailleurs et actionnaires en Belgique.
Alors, pourquoi c'est une mauvaise idée? Donc, je vous le disais, le partage des richesses est de plus en plus inégal, mais en plus, les marges des entreprises, enfin, c'est un peu la même idée, les profits des entreprises se portent très bien, et particulièrement celles qui rémunèrent bien leurs travailleurs et leurs travailleuses. Ici, vous avez un graphique depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui de l'augmentation des marges bénéficiaires des entreprises, de l'augmentation des profits des entreprises. Et vous voyez bien que malgré l'inflation de 2021-2022, les profits des entreprises, ils se portent très bien aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et particulièrement, si on devait aller regarder dans ces marges d'entreprise, que c'est plutôt les marges des grosses entreprises ou les marges des petites entreprises qui se portent bien, eh bien, c'est plutôt en fait les marges d'entreprise, les entreprises qui se portent bien, ce sont plutôt les entreprises qui qui rémunèrent plutôt bien leurs travailleurs, dans le sens que ce sont des salaires de plus de 4 000 euros. Donc, dans l'IT, dans l'industrie, dans le pharma, etc., ce sont ces secteurs-là qui vont bénéficier principalement du plafonnement de l'indexation automatique des salaires. Or, ces secteurs-là se portent extrêmement bien. Et par ailleurs, dans ces secteurs-là, les salaires sont une toute petite partie des coûts de production, donc même s'ils se portaient mal, ce n'est sans doute pas sur les salaires qu'il faudrait faire des économies. Et donc, ce n'est pas une mesure qui profiterait éventuellement aux PME ou aux petits indépendants qui peuvent parfois rencontrer des difficultés, puisque dans ces entreprises-là, dans ces structures-là, il y a très peu de salaires à plus de 4 000 euros par mois. Autre raison pour laquelle on critique la mesure, c'est parce que cette mesure, elle donne l'impression qu'en fait, quand on gagne 4 000 euros par mois à temps plein, on est riche. Or, la moitié des travailleurs à temps plein en Belgique gagnent plus de 4 000 euros par mois. Et donc, cette mesure, elle vise à dire quand vous gagnez plus de 4 000 euros par mois, vous êtes riche, alors que ça concerne la moitié des travailleurs et des travailleuses. Et donc, elle vise aussi en fait à nous diviser entre nous, à faire semblant que les épaules les plus larges, ce sont des travailleurs qui gagnent plus que 4 000 euros par mois. Alors que si on regarde vraiment les inégalités de richesse en Belgique, c'est d'abord les inégalités au niveau des revenus du capital, des dividendes, des loyers, des revenus financiers qui sont beaucoup plus inégalement répartis entre les gens que les salaires. Et surtout, c'est le patrimoine, le stock de richesse qui est beaucoup plus inégalement réparti. En Belgique, il y a aujourd'hui 17 milliardaires, c'est le dernier rapport Oxfam qui le dit, qui possèdent plus qu'un tiers de la population belge, soit 3,6 millions de Belges réunis. Donc les épaules les plus larges, c'est ces gens-là. Or, le plafonnement de l'indexation automatique des salaires, il ne vient absolument pas toucher tous les gens dont la fortune provient de dividendes, d'actions ou de loyers, mais il vient uniquement toucher des gens qui, effectivement, travaillent et ont un salaire. En plus, notre dernière critique, c'est de dire que cette indexation, ce plafonnement de l'indexation, il aura sans doute une série d'effets pervers, dans le sens que les gens qui vraiment ont des hauts salaires, par exemple gagnent 6, 7 ou 8 000 euros, sans doute qu'ils vont essayer que leur plafonnement de l'indexation automatique des salaires soit compensé par d'autres types de rémunération, par exemple des avantages extra-légaux, type une meilleure voiture de société. Et donc, en fait, en plafonnant l'indexation automatique des salaires, on vient affaiblir un mécanisme qui, je vous le disais tantôt, protège collectivement l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de manière universelle et qui est un mécanisme qui se négocie collectivement au niveau du secteur ou au niveau interprofessionnel. Et on vient affaiblir ce mécanisme-là au profit d'une série de travailleurs et de travailleuses qui, eux, auront la capacité de venir négocier individuellement leur salaire, mais individuellement leur salaire, sûrement via des rémunérations extra-légales qui sont beaucoup moins solidaires parce qu'elles n'amènent pas autant de recettes ni à la Sécu ni à l'État. Voilà là-dessus. Alors, je vais passer cette question-là et je vais vous finir finalement avec ça. Donc, il y a une autre fausse bonne idée. On entend aussi souvent l'idée de dire, mais en fait, on devrait uniquement indexer le salaire net des travailleurs et des travailleuses et ne pas indexer le salaire brut. Dire ça revient à dire qu'en fait, on veut diminuer le taux de cotisation sociale patronale. Ça veut dire qu'on veut que finalement, les employeurs payent moins de cotisations sociales sur le salaire net qu'ils octroient, enfin, de la manière dont ils rémunèrent leurs travailleurs et leurs travailleuses. C'est un mécanisme donc on combat tout à fait syndicalement
Pourquoi? Parce que les cotisations sociales patronales, c'est en fait du salaire différé. C'est notre salaire qu'on a décidé de mettre dans un pot commun qui est la sécurité sociale pour rémunérer des soins de santé gratuits, de qualité, accessibles à tous, pour rémunérer des bonnes pensions, pour avoir une indemnité quand on est malade, pour avoir une indemnité quand on perd son emploi et qu'on est au chômage. Et donc, baisser les cotisations sociales patronales, c'est indirectement baisser le financement de la sécurité sociale. Et ça aura comme pour conséquence soit de moins bien financer les besoins de sécurité sociale, donc de baisser les pensions ou de diminuer la qualité des soins de santé, ou bien d'augmenter les impôts pour compenser cette baisse de recettes pour la Sécu. Et donc, dans les deux cas, ce sont les travailleurs qui paieront quand même à la fin cette baisse de cotisation sociale. Donc, en fait, quand on dit qu'on veut indexer uniquement le salaire net, c'est aussi une attaque sur la rémunération des travailleurs et des travailleuses. Et donc, j'en reviens à une petite conclusion en disant, en fait, toucher à l'indexation automatique des salaires, d'une manière ou d'une autre, c'est diminuer le pouvoir d'achat des travailleurs, c'est faire mal à l'économie parce que ça va faire baisser la consommation et donc impacter une série de secteurs qui ont besoin de la consommation des ménages, c'est diminuer la part de la richesse qui revient aux travailleurs, aux travailleuses, c'est diminuer les recettes de l'État et de la sécurité sociale, c'est aussi diminuer le rapport de force des bas salaires et c'est renforcer les actionnaires et les patrons. Et donc, c'est pour ça que syndicalement, on défend ardemment l'indexation automatique des salaires, qu'on veut qu'elle continue à être négociée par secteur, qu'on veut aussi l'étendre à l'ensemble des travailleurs. Il faut savoir qu'il y a environ 1% des travailleurs qui n'ont toujours pas d'indexation automatique des salaires et qu'on trouve qui devraient l'avoir. Et c'est ça que nous défendons à la CNE. Et je vais m'arrêter là-dessus, Alan. Super. Merci beaucoup, Clarisse. C'était super clair. En tout cas, on a eu pas mal de remarques en ce sens. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question qui revient malgré tout très souvent sur la deuxième partie que tu as présentée. C'est la question qui concerne l'entrée en vigueur du plafonnement de l'indexation. Donc, tu avais parlé de 2026 et 2028. Est-ce que on peut être un peu plus précis sur 2026 notamment? Donc là, la mesure est en train d'être discutée au niveau du gouvernement, mais il y a déjà un texte de loi. Mais ce texte de loi, il n'a pas encore été déposé au Parlement. Et donc, une fois qu'il sera déposé au Parlement, il devra être discuté en commission et puis voté au Parlement. Mais le gouvernement aimerait le faire passer en mars, puisse s'appliquer à partir du 1er avril 2026. Et donc, ça veut dire qu'on a encore tout à fait l'espace de combat possible et pour essayer de modifier les textes et pour supprimer cette mesure ou l'annuler ou la retarder, quoi. Super. Je pense que tu as répondu de cette façon à quelques questions, notamment qui se posaient sur donc, la deuxième partie qui vient de présenter. Merci encore une fois. Et donc, je vais rappeler à tous ceux qui nous suivent encore là maintenant à 20h47 que donc l'ensemble des slides seront disponibles, également celles qu'on a vu passer un peu plus vite, mais toutes ces slides seront disponibles, sont disponibles dès maintenant sur le site de la CNE. Vous recevrez également un mail demain pour pouvoir revoir en replay donc cette vidéo. Et dès maintenant, je vais céder ma place à Philippe Van Kersbilk, donc le secrétaire général de la CNE. Voilà, Philippe, bonjour. Bonjour, vous m'entendez comme ça? Oui, on t'entend très bien. Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Oui, merci. Merci à Clarisse, merci à Alan pour la préparation. Et merci bravo aussi aux 100 et quelques ou 140 personnes qui, un lundi soir d'hiver, suivent un séminaire sur un sujet assez difficile quand même, l'indexation, mais essentiel. Je ne vais pas être très long, parce que j'imagine que tout le monde a encore des choses à faire, ou bien d'aller se reposer. Simplement, je voudrais insister avant toute chose sur ce avec quoi Clarisse vient de terminer. Rien n'est décidé. Donc en Belgique, en démocratie, une loi est une loi quand elle a été votée au Parlement et publiée au Moniteur. Aujourd'hui, c'est un projet du gouvernement. Évidemment, vous me direz que les projets du gouvernement, ils ont l'intention de les faire passer en loi. Je vais juste vous rappeler deux choses. Le malus pension, qui est une très grosse perte sur les pensions, il voulait l'appliquer au 1er janvier 2026. On devrait donc déjà y être maintenant. Ce ne sera en tout cas pas avant le 1er janvier 2027. Ça veut dire que c'est 70 000 personnes en Belgique qui échapperont pour toujours, puis ce sont des gens qui partiront en 2026. Pour ces 70 000 personnes-là, notre combat, il est déjà gagné. C'est pas du tout assez, hein. Il y a tous les autres. Mais ça veut dire que on a au moins, sur ce point-là,
retarder et changer de façon significative un projet. Deuxième exemple, sur lequel je passe rapidement, mais il voulait détruire complètement les formules de fin de carrière. Donc, créditant en fin de carrière à un 5e temps, mi-temps, etc. On en a sauvé l'essentiel. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas être très long. Mais simplement, ne nous laissons pas, s'il vous plaît, intoxiquer par l'idée que quand De Wever ou Boucher ont dit on va faire ça, c'est fait. Non, non. Pour l'instant, ils en sont au stade du projet. Et donc, je terminerai avec des invitations à agir ensemble. Mais la première chose, c'est de ne pas se laisser prendre dans la tête par l'idée que dès qu'un politicien a dit une chose, elle devient la réalité. Deuxième chose que je voulais dire. Clarisse a été patiente et pédagogue dans la manière d'expliquer comment les arguments des patrons et des politiciens de la bourgeoisie sont des faux arguments. Je vais être un peu plus cash, vu l'heure qu'il est et le temps que j'ai. En fin de compte, la politique, les débats politiques, les décisions politiques, les questions sociales, ça peut toujours se résumer, en gros, à la fin des comptes, par qui aura le fric. C'est toujours la question de dire le fric ira chez les uns ou chez les autres. Ici, on voit clairement que ces rabotages d'indexation, ce sont des baisses de salaire ou des baisses de revenus pour les pensionnés. Et donc, on doit quand même se demander, est-ce que nous sommes d'accord aujourd'hui que pendant le restant de notre carrière, et pas seulement jusqu'à l'âge de la pension, le restant de notre carrière, y compris à la pension, donc si vous avez 30 ans, c'est pas seulement pour les 37 prochaines années, c'est peut-être pour les 60 prochaines années, si vous vivez longtemps, est-ce qu'on est d'accord de baisser nos revenus? À la limite, peut-être, vous pourriez dire, oui, je suis d'accord de baisser mes revenus, pour une excellente raison, pour, je ne sais pas, améliorer l'environnement, pour la justice dans le monde, je ne sais pas. Ici, soyons clairs, on veut baisser nos revenus, le revenu de la moitié des salariés, le revenu d'une majorité des pensionnés, pour faire quoi? Des cadeaux aux patrons, aux actionnaires, des entreprises les plus riches, Clarisse a été claire là-dessus, c'est pas la boucherie du coin, c'est les entreprises les plus riches dont les actionnaires vont recevoir de l'argent. 2, une taxe qui ne s'appelle pas une taxe, mais cette cotisation spéciale que Clarisse a expliquée, en fait, il s'agit de rembourser avec nos propres revenus une partie du trou que le gouvernement crée lui-même avec cette mesure. Alors, soyons clairs, dans le syndicat, on ne pense pas qu'on peut se passer de taxes. S'il n'y a pas de taxes, s'il n'y a pas d'impôts, on n'aurait pas de service public. Donc, OK, mais ici, c'est une taxe cachée, injuste, qui va peser que sur les salariés, pas sur tous les autres types de revenus. Et c'est une taxe qui vient d'un gouvernement qui avait promis de donner 500 € par mois en plus à tous les travailleurs. Alors, non seulement les 500 €, on ne les verra jamais, mais ici, on commence pour ne retirer de l'argent et beaucoup d'argent. Dans l'exemple que Clarisse a pris, qui n'était pas un exemple extravagant, elle a pris un brut à 4 500 €. Ben, il y a beaucoup de gens, heureusement, en Belgique, après un peu d'ancienneté, qui gagnent ça. Et ben, ça donnait, pour cette personne-là, si elle a 30 ans encore de carrière ou de vie devant elle, ça faisait une perte de 11 000 ou 12 000 €. Pas d'un seul coup, mais qui va s'étaler. Où vont aller ces 12 000 €? En grosse partie chez les actionnaires de son entreprise, la plus petite moitié vers l'État. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? On peut emballer les choses techniquement comme on a envie. Les politiciens de l'Arizona sont très forts pour inventer des raisonnements auxquels personne ne croit, surtout pas eux-mêmes. Mais en fin de compte, c'est ça. Est-ce que nous sommes d'accord que les 17 milliardaires qu'on a évoqués, que les actionnaires qui n'ont jamais reçu autant de dividendes qu'aujourd'hui, ont besoin de plus d'argent et de notre argent? Encore un ou deux petits points, très vite. Vous pourriez vous dire, je ne connais pas toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, vous pourriez vous dire, mais moi, je ne gagne pas 4 000 € brut, donc ça ne me concerne pas. Je pense que la plupart des travailleurs et des travailleuses, des membres de la CNE et des autres, vont réfléchir mieux que ça. Peut-être moi, je n'ai pas 4 000 € brut, mais mon conjoint, mon fils, ma fille, mon père, des gens autour de moi, il y a des pensionnés qui ont 2 000 €, il y a des salariés qui ont 4 000 €. C'est-à-dire que collectivement, autour de moi, en fait, les gens qui vivent du travail vont avoir moins. Et si je suis une famille où mon fils, mon père, mon conjoint a moins, c'est nous collectivement qui avons moins. Et de proche en proche, c'est la classe ouvrière, c'est la classe des travailleurs et des travailleuses, employés, cadres, petits indépendants, qui va perdre l'argent. Et donc, même si moi, personnellement,
je gagne 3 500 € brut, je ne sais pas, et je me dis, OK, ce n'est pas pour moi. En réalité, pour le collectif dans lequel nous vivons, parce que moi, je ne vis pas dans le même collectif que les milliardaires, eh bien, nous allons perdre de l'argent, des droits, des services publics, etc. Et donc, pour moi, cette mesure-là, elle vient s'ajouter à beaucoup d'autres. Et la question, ce n'est pas de savoir si techniquement, il faut toucher à 0,25% par ici ou calculer la cotisation autrement. C'est de dire, aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de plus d'égalité, de plus de sécurité dans les revenus, de meilleurs services sociaux, de plus d'écoles, de plus de santé, etc. Et que ceux qui ont des petits salaires soient mieux protégés. Et pas en allant raboter un peu ceux qui ont des salaires juste corrects. Alors, pour terminer, vous l'avez sous les yeux ici, 3 dates, on pourra mettre une 4e d'ailleurs même, puisqu'en réalité, la semaine prochaine, la semaine suivante, les mardis et les jeudis seront des journées d'action. La semaine prochaine, ce n'est pas à l'écran, mais il y a déjà une journée du non-marchand. Donc, tout le secteur des soins de santé, pas tout le non-marchand, mais tout le secteur de la santé, sera en action à Bruxelles le 3 février, parce que ce sont des métiers, la santé en général, l'hôpital, etc., qui sont essentiels et qui sont mal payés et qui sont très durs au point qu'on ne trouve plus assez de gens pour y travailler. Et donc, nous, avec la CNE, on sera en action mardi 3 février pour dire qu'on veut un système de santé où les gens sont payés correctement. Et puis après, vous voyez, jeudi 5, mardi 10, jeudi 12, 3 journées. Alors, soyons concrets. Le 5, c'est toute la province du Hainaut pour lequel l'appel, c'est à la grève de toutes les entreprises où nous sommes présents, avec des rassemblements, des manifestations. Le 10, même formule, mais à Liège, Namur, Luxembourg. À Liège, l'appel est clairement de mettre l'entreprise en grève. Namur, Luxembourg, il y aura des grèves et des rassemblements. Le jeudi 12 février, grève à Bruxelles et une série d'actions et de grèves dans le Brabant wallon. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça de manière régionale? Parce que nous devons tenir dans la durée jusqu'au mois de mars, quand ces débats vont arriver au Parlement. Et que nous voulons, à travers ce journée d'action, mettre la pression sur les patrons et sur le gouvernement. Je vous ai déjà dit que ça a porté ses fruits, pas autant qu'on voudrait, mais c'est qu'on n'a pas lutté autant qu'on aurait dû par le passé. On va continuer et on va continuer plus fort. Et on veut monter vers la date du 12 mars, donc dans 6 semaines maintenant, pour lesquelles nous appelons avec l'ensemble des mouvements sociaux, donc tous les syndicats, flamands, wallons, bruxellois, mais aussi Amnesty, Oxfam, Greenpeace, les féministes, les mouvements de jeunes, les étudiants, tout le monde ensemble. Toute la Belgique qui croit à la justice appelle, oui, j'oubliais, le 8 mars, le dimanche 8 mars, c'est la journée mondiale pour les droits des femmes. Et donc ce dimanche-là, il y aura partout en Wallonie des manifestations et des actions. Et le jeudi qui suit, le jeudi 12 mars, dans 6 semaines maintenant, on aura une manifestation monstre à Bruxelles pour dire à ce gouvernement, ça suffit. Et ça suffit, ce n'est pas seulement sur l'index dont on a parlé aujourd'hui, c'est de dire, ce gouvernement, il bloque les salaires et puis il les diminue avec le rabotage de l'index. Ce gouvernement, il allonge les carrières, puisque pour certaines personnes, c'est 4, 5, 6 ans de plus avec les nouvelles mesures de pension. Mais les montants des pensions vont diminuer, donc on va travailler plus longtemps pour des plus basses pensions. Ce gouvernement veut imposer une flexibilité de dingue, puisqu'il permettrait d'imposer dans les PME, ou là où on ne sera pas assez fort pour s'en défendre, des journées de 12 heures ou des semaines de 50 heures. On revient un siècle en arrière. Et donc la manif du 12 mars, ça va être une manif très importante. Et pour cela, les actions des 2 prochaines semaines, c'est aussi des actions qui doivent à la fois porter atteinte aux intérêts des patrons qui sont en face de nous, mais à la fois aussi mobiliser, attirer l'attention sur le fait que le 12 mars, nous frappons un grand coup. Ces gouvernements croient que, ayant été élus sur base de mensonges, tout leur est permis pendant 5 ans. Mais la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est que les travailleuses et les travailleurs organisés doivent défendre leurs droits. Pourquoi est-ce qu'ils doivent les défendre? Pour une raison très simple. Si nous ne le faisons pas, nous, ensemble, de façon organisée, personne ne le fera. Et nous voyons bien qu'en face, il n'y a rien qui les arrête. Et donc, je remercie encore ceux qui ont contribué à ce séminaire. J'espère qu'il a été intéressant et utile pour ceux qui ont suivi. Et je vous invite vraiment à faire attention aux appels à l'action pour les 2 semaines qui viennent, mardi 3, jeudi 5, mardi 10, jeudi 12, et de déjà inscrire dans vos priorités, là où vous êtes, de faire en sorte que la manifestation du 12 mars soit une manifestation qui déborde complètement les rues de Bruxelles.
Merci de votre attention et à bientôt avec la CNE toujours à vos côtés. Super, merci beaucoup Philippe. Je reprends une dernière fois la parole. On aura finalement tenu le timing, donc il sera pile poil 21h quand on aura terminé ce webinaire. Juste donc pour vous rappeler que le PowerPoint et le replay seront disponibles dès demain. Vous allez recevoir un mail à ce propos. Pour vous signaler également que d'autres webinaires, notamment sur les maladies longue durée, mais sur les réformes de l'Arizona et ce en quoi elles vont vous impacter, vous concrètement en tant que travailleurs et travailleuses, sont déjà disponibles sur la plateforme YouTube de la CNE. Vous tapez YouTube Centrale Nationale des Employés et vous pouvez revoir ces webinaires. C'est totalement gratuit et un maximum interactif. Plein d'informations se trouvent sur le site de la CNE, www.lacsc.be-cne-arizona. Vous verrez tout ce que vous devez savoir sur la réforme de l'Arizona et en quoi, je le répète, elles vont vous impacter concrètement dans votre quotidien et comment on peut aussi lutter contre ces réformes de l'Arizona. Et enfin, je vais terminer par ça. Je vous demanderai juste, si c'est possible, lorsque l'on aura fini ce webinaire, d'ici quelques secondes, de répondre à un court petit sondage pour savoir à quel point vous l'avez apprécié, oui ou non. Cela va nous aider pour vous présenter, pour vous proposer d'autres webinaires plus tard et essayer de nous améliorer avec vous. Merci encore, merci Felipe, merci Clarisse et nous vous disons sans doute à très bientôt. Au revoir.